Salut Nico, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de répondre aux questions. Donc pour un peu situer pour les personnes, tu as gagné beaucoup de fois les championnats du monde en foil, hein. T'es le plus titré même en foil, non? Ouais, j'ai gagné pas mal de compétitions internationales et championnats du monde depuis qu'il y a des championnats du monde en kitefoil, ouais. Tu peux te présenter brièvement, t'as quel âge, tu viens d'où? J'ai 24 ans, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Arcachon. C'était avec quoi du coup que t'as fait tes premiers bords? J'ai tiré mes premiers bords avec un skim et une aile à caisson en 4 lignes avec des poignées, voilà, sans harnais. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 13 ans. Ah ouais, du coup t'étais prédestiné à faire du foil et du caisson presque dès le début alors? J'ai fait du cerf-volant quand j'étais tout petit. Déjà sur la plage, j'aimais piloter les cerfs-volants. J'ai fait de la voile dès mon plus jeune âge. En fait, après, j'ai eu des cerfs-volants de traction. Ça a commencé par une aile de 4 mètres carrés. Et après, je suis monté crescendo. J'ai commencé par le buggy. J'ai fait du buggy sur le sable parce que mes parents ils trouvaient ça trop dangereux d'aller dans l'eau. Alors, alors que mon père faisait beaucoup de voile déjà à l'époque. Et, mais c'est vrai qu'en 2008, mettre quelqu'un qui a 12 ans à faire du kitesurf, c'était peut-être pas encore dans les mœurs, surtout si les parents ne pratiquaient pas, quoi. Et t'es aujourd'hui très connu aussi pour être un très bon foiler au niveau de la technique et de la tactique. Donc tu dois tenir ça un petit peu de ton père qui était quand même un très bon navigateur. Ouais, bah c'est sûr, mon père, il a fait beaucoup de compétitions en voile. Dire que le kite, c'est de la voile, c'est peut-être un peu parler vite, mais Euh, oui, c'est en tout cas le monde de la course et la compétition, c'est sûr que je le tiens de mon père, quoi. Et je crois que j'ai lu qu'il a été sur l'hydroptère, sur des foils, le premier bateau à foils. Alors, c'est pas exactement le premier bateau à foil, l'hydroptère, mais c'est le premier bateau qui a vraiment poussé le principe des bateaux volants à une plus grande échelle. Et donc, il a navigué sur ce bateau. Et, euh, et quand j'étais petit, on faisait de la voile sur le bassin d'Arcachon. Et il avait des prototypes à foil aussi. Euh, donc voilà, j'ai volé sur des bateaux à foil dès mon plus jeune âge. Euh, mais ce qui me plaisait le plus, c'était le cerf-volant et le fait de maintenant avoir mis un foil sous ma planche, c'est un peu l'aboutissement des deux, quoi. Parce que en même temps de faire du foil, j'ai un cerf-volant dans les mains, quoi. Mais quand tu as débuté le foil, comme nous tous qui avons débuté le foil, tu as dû connaître des retours à la nage, j'imagine. J'ai connu les retours à la nage, évidemment. Euh, j'ai connu les, les bancs de sable aussi à Arcachon. Euh, et voilà, non, on a bien rigolé. J'ai cassé pas mal de prototypes aussi. Et non, c'était super. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont prêté leur matos sur place parce que j'étais le jeune du coin et tout. Et puis voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Jérôme qui m'a aidé dès le début, qui m'a fait confiance et je lui donnais des retours sur les prototypes avec lesquels il naviguait. À l'époque, tu étais chez Norse en aile à boudin au tout début. Tu as migré sur les ailes à caisson en quelle année à peu près? J'ai eu ma première aile à caisson en juillet 2014. Ça fait pas très longtemps que du coup tu es en aile à caisson. Au début, pendant 6 mois, j'étais avec Elf. Et après, j'ai laissé tomber North. Et fin 2014, j'étais avec Ozone. Donc ça fait 6 ans maintenant. Et du coup, quels atouts tu trouves dans une aile à caisson aujourd'hui pour le foil parce que du coup là, vous allez sur des vitesses qui sont énormes. Et quels atouts tu trouves comparé à un boudin? Je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'on arrive vraiment à appréhender la masse d'air de manière plus précise. Et du coup, on a un retour dans la barre qui est, qui est bien plus agréable. On ressent beaucoup plus les turbulences euh, avec une aile à caisson. Et,
et du coup, dès qu'on a une risée, l'effort est vraiment transmis immédiatement dans le harnais, on accélère beaucoup plus vite et on a une plus grosse plage d'utilisation. Les kites ils sont super légers, donc moindre souffle, ils se gonflent super bien. Et, et sur une grosse molle par exemple, il va continuer de voler. Et, et voilà, ben, c'est vraiment une aile qui est super légère. Une 11 mètres, ça pèse 1,5 kg. C'est sûr que la performance, elle est vraiment là. On respecte un profil qui est bien plus précis qu'une aile à boudin. Et même si on a beaucoup de bridage, ben finalement la traînée elle est quand même bien diminuée et ça se ressent tout de suite dans la barre. Ouais. Et du coup, toi, tu as développé la R1 depuis que tu es arrivé dans la team où tu gagnes tout, on va dire, hein, on va être franc. Et là, vous allez arriver à la R1V4. Comment tu arrives à faire, continuer à faire progresser une aile, déjà que vous allez à des vitesses pour nous qui sont folles. Je ne sais pas quelle est ta vitesse max, mais c'est facile comme ça de trouver à chaque fois de la performance parce qu'on est proche de la Formule 1. Au final, c'est du micro-détail peut-être qui va changer le. Là, c'est des détails, c'est des matériaux, c'est la conception de l'aile aussi qui est important. Essayer d'avoir un kite le plus puissant possible, mais avoir beaucoup de D-power aussi, parce que ben, c'est bien beau d'avoir quelque chose, un kite qui a un gros moteur, mais si on n'arrive pas à virer, si on n'arrive pas à jiber, si on n'arrive pas à aller autour de la course, ben on va nulle part. Euh, mais voilà, c'est vraiment un compromis. C'est pas que de la remontée au vent, il y a aussi la descente au vent qui est très importante. Donc faut un kite qui soit complet. Et, et donc c'est très intéressant hein, parce on travaille avec le team Ozone, le designer, on est avec plusieurs riders à tester les prototypes. Donc non, c'est intéressant. Et en foil, du coup, tu navigues sur quoi comme foil? Quelle taille? Parce que du coup, on voit à chaque fois les mâts qui sont très longs, mais parce que du coup, il y a plusieurs foils maintenant qui sont performants. Et quelle marque tu utilises et quelle taille de mât? Parce que surtout, quoi. Alors, moi, depuis 2016, je navigue avec des foils Mike Slab. C'est des foils qui sont fabriqués à San Francisco par un dénommé Mike Zaitchek. Celui qu'on utilise en compétition le plus souvent, c'est le 104. Et, euh, et l'aile avant, elle fait 64 d'envergure. Et la plus grande, elle fait 69. Vous êtes beaucoup à avoir les mêmes foils, du coup, maintenant en compétition. Il y a des compétitions donc, où c'est open, on peut avoir n'importe quel foil, on peut même changer pendant la compétition de foil. Et sinon, il y a des compétitions où c'est enregistré et là, à ce moment-là, on n'a pas le droit de changer pendant la compétition. Ça, c'est les compétitions dites Formula Kite, organisées par l'ICAA. Et c'est des foils qui sont enregistrés, donc les marques, elles vont venir enregistrer le matériel et leur modèle. Et c'est un modèle qui sera figé pendant une durée déterminée. Généralement, c'est 4 ans. Ah oui, du coup, c'est presque de la monotypie au niveau du foil, alors. C'est presque de la monotypie, mais bon, vu qu'il y a plusieurs marques qui proposent des bons foils, dans le top 10, il n'y a pas que des Mike's Lab. Ces dernières années, il y avait beaucoup de Mike's Lab, mais il y a certaines marques comme Levitas, comme Chubanga qui se sont enfin, distinguées aussi ces dernières années. Et là, ils ont développé des super foils qui sont disponibles sur le marché. Euh, et donc, ça permet aux riders ben, d'essayer plusieurs foils, de choisir celui qui préfère. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est une classe qui est ouverte. Et donc, ben, ça tire un peu les marques à développer un foil rapide.
parce que forcément après il y a l'aspect économique et les marques veulent vendre un maximum. Toi, c'est quoi ton... Bah après, il y a des choses, j'imagine, on peut pas dire, mais ton setup fétiche pour naviguer, quelles conditions t'adores et quelle taille de voile t'adores où t'es sûr vraiment t'as tes repères le plus possible. Bon, moi j'aime bien le vent médium. Généralement je suis devant dans le vent médium en 15 mètres, voilà par exemple. Ça j'aime beaucoup. Et après quand il y a du vent très fort aussi, euh, là souvent je suis devant. Ce que j'aime pas trop c'est le vent super faible quand il y a 6-7 nœuds. Là j'ai un peu du mal. En fait ce que j'aime pas c'est que dès qu'on fait une erreur, et ben on peut pas, on a beau aller à fond, on est limité par les conditions et en fait c'est vraiment à celui, le jeu, c'est de faire le moins d'erreurs hein, comme d'habitude, mais là l'erreur coûte vraiment vraiment cher dans le vent faible et, euh, et souvent on n'est pas, bah, quand maintenant aujourd'hui, enfin on peut, je sais pas si on tape un sac en plastique par exemple. Bah, c'est fini, quoi. La course, les autres ils sont partis. Le temps qu'on relance, qu'on a tellement un énorme kite pour relancer de ça, c'est pas facile. Et du coup, vous avez quelle taille de ligne maintenant? Une 21 mètres carrés, on va mettre entre 13 et 14 mètres de ligne. Donc si on ajoute en plus 7 mètres de bridage, voilà, ça fait à peu près 20 mètres, quoi. Le kite il est à peu près à 20 mètres. Donc c'est un peu standard à ce qu'on navigue nous Un actuellement. peu plus court, je dirais. Tu vas très très vite, c'est quoi ta vitesse max? Parce que moi, nous on a entendu des plus de 40 nœuds, hein, largement. Ouais, 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 donc l'année dernière sur une Coupe du Monde à Marseille, euh, ils nous ont envoyé le matin, il y avait vraiment un vent fort, il y avait des claques à 35 nœuds, même les autres, les autres séries avaient arrêté leur course et ils nous regardaient tous sur la digue, toutes les planches à voile, tous les 470 et tout. Ils ont annulé la, la course. Et je suis sorti en 8 mètres et j'ai fait un record à 46 nœuds euh, 2, un truc comme ça. Donc c'est une vitesse instantanée sur 2 secondes. Et j'ai fait sur 250 mètres en moyenne 44 nœuds. Et du coup, le fait de battre le record de vitesse, ça te titille pas? Parce que là, quand on arrive à ça sur un plan d'eau classique, entre guillemets, on doit avoir envie de peut-être tenter des records, non? Ouais, bah oui, c'est sûr, hein, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel du kite, foil, mais il faut surtout qu'on développe un foil exprès pour. Et pour l'instant, Mike, il est pas trop chaud pour faire ça. Il est plutôt motivé par la course et faire un foil qui marche bien en remontée et en descente au vent. Ouais, il faut savoir que là, ce record, il a été fait avec un foil qu'on utilise pour la course, quoi. C'est un foil, l'aile avant, elle fait 64 cm d'envergure, quoi. Alors que, ben, avec un foil dit vitesse, par exemple, on arriverait à voler sans problème avec une aile de 40 cm. Ah oui, donc ça devait pousser fort alors sur les jambes là. Ouais, ouais, c'est assez physique et on sent que le foil il sature complètement. C'est parce qu'il est stable qu'on arrive à aller vite, mais on sent que on traîne beaucoup d'eau. Arnaud Troelen et Julien Carner qui nous parlaient qu'ils avaient essayé d'arriver vers les 40, ils disent c'est pas pour nous. Et qui nous disaient qu'il y avait a priori le monde des gens qui sont capables d'aller à plus de 40 nœuds. Mais c'est juste de l'entraînement, hein. Après, les gens, c'est aussi la peur. C'est vrai que l'eau, elle défile assez vite, à ces vitesses-là. Sur une épreuve comme le défi kite, moi j'ai fait 1 minute au-dessus de 39 nœuds en moyenne. Donc, et il y avait des vitesses max à 40, 42. Le bateau, il avait du mal à nous suivre. Surtout que l'équipe française, là pour le coup, vous êtes pas mal de Français à être quand même bien en forme en ce moment, hein. Ouais, ouais, on se tire la bourre bien comme il faut, ouais.
Toi, le foil, tu trouves qu'il y a un intérêt aussi, bah, comme beaucoup, j'imagine, de pouvoir se balader. C'est quand même, tu peux aller dans des spots où tu n'allais pas avant. Ben, le foil, c'est super sympa hein, et ça permet de visiter les côtes. Toutes les côtes françaises, elles sont absolument magnifiques et on a de la chance d'avoir des littoraux incroyables. Euh, et, et voilà, une fois qu'on connaît son matériel, qu'on connaît les limites de son engin, et ben pourquoi pas aller se balader, partir à plusieurs et, et c'est un outil de croisière qui est super sympa. En une après-midi, on a vite fait de faire le tour d'une île qui est en face de chez soi ou voilà, plutôt que de faire des allers-retours sur un demi-mille nautique. Il faut bien avoir étudié la météo, mais c'est un support qui va nous permettre d'aller de se balader. Par exemple, cet été, avec Axel, on est parti à deux. On s'est, on avait un téléphone portable chacun et on avait de la nourriture, des fusées, et des gilets, couteaux, tout ça. On avait pas mal de matériel de sécurité. On est parti de Figari en Corse, on est allé en Sardaigne. On a fait toute la côte sarde nord, au nord de la Sardaigne, l'île de la Maddalena, ça. Et on est reparti à Propriano. Ça fait à peu près un 210 km. Donc, non, c'est sûr que le foil, ça permet d'ouvrir des horizons et d'agrandir le terrain de jeu. Les cuisses à la fin, vous deviez être mais lessivés. Pas fatigant plus que ça, hein. C'est pas comme si on faisait un 250 km en vélo, hein. Il y a bien des sportifs du dimanche qui font des 200 km en vélo, hein. En croisière, c'est quelle vitesse, juste pour situer? En moyenne, je crois qu'on a fait 17 nœuds de moyenne. Ah, donc c'est accessible pour nous alors, c'est bon. Ouais, parce que après il y a 17 nœuds, mais on est remonté au pré, et quand tu remontes au pré, ben t'as que 17 nœuds de VMG. Donc, ouais, on a quand même allé un peu vite au largue. Est-ce que tu as réutilisé un foil standard que tu vois dans le marché commun aujourd'hui? Ouais, 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 bien sûr. J'ai essayé un foil Duotone dernièrement. J'ai essayé un foil Armstrong. Beaucoup plus facile que les foils que tu as eu au tout début chez Spots par exemple, qui était une marque de référence, qui étaient des foils quand même plus techniques à faire voler que d'autres. Bah, moi, je suis assez contre les foils dits de débutants qui sont vraiment gros, pâteaux. Je trouve qu'en fait, quand on monte dessus, on n'a pas vraiment de sensation. Même pour aller doucement, un ch- il y a vraiment, on a du mal à sentir la glisse. Même à faible vitesse, je trouve que c'est difficile de sentir exactement ses appuis. Euh, et j'ai un Moses, moi, un foil pour le surf qui marche très bien aussi. Mais je trouve que toutes les marques se valent maintenant. Je pense que on peut trouver son bonheur partout. Ce qui est cool, c'est que vous arrivez quand même à créer une émulation autour du sport qui est malheureusement peu médiatique, mais qui, mine de rien, vous permet de vivre aujourd'hui, hein, parce que vous êtes plusieurs à vivre du foil. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est incroyable. Et puis, je pense que si on regarde l'histoire des Jeux Olympiques, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de sports qui, en 10 ans, s'est retrouvé sport olympique, quoi. Parce que si on regarde notre premier championnat du monde, c'était championnat du monde entre guillemets, hein. C'était une Coupe du Monde, c'était en 2014. Ils ont fait un tour qui s'appelait la Gold Cup, qui est toujours aujourd'hui, mais ils n'ont pas décerné de titre de champion du monde. Euh, Parce que en 2014 encore, le sport le plus prisé c'était la planche de race, et ils ont décerné un titre de champion du monde de planche de race et pas de foil. Et donc ça c'était en 2014, et 10 ans plus tard on se retrouve aux Jeux Olympiques. Et le premier championnat du monde officiel euh, par l'ICAA, c'était seulement en 2016. Donc Ouais, 8 ans quoi. voilà, 8 ans, c'est quand même super jeune hein, comme sport. Est-ce que
dans 10 ans, peut-être que le sport aura complètement évolué et on aura, je sais pas, des ailes rigides ou on ne sait pas encore, hein. C'est soit on aura des bateaux sur foil qui seront beaucoup plus performants. Et du coup, est-ce que les JO 2024, c'est un objectif? Parce que là, sachant que le kite y arrive. Ouais, 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 c'est un objectif, hein. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des sponsors qui me suivent pour ça et la fédération aussi qui est vraiment à fond là-dessus. Et bon, c'est un format encore un petit peu nouveau parce que on sera en, en binôme. C'est un binôme, un mix relais, ils appellent ça. Donc, c'est un peu spécial. Ce qui est un peu dommage, mais comme pour la planche à voile, tu sais, où tu as dans le top 10, tu as 3 Français, c'est dommage de voir que un seul gars peut être pris potentiellement au JO, alors que bon, bah, t'es sûr d'en avoir 3 ou 4 dans le top 10, quoi. Ouais, 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 c'est sûr, c'est un peu dommage. Après, bon, bah, les JO, on sait très bien que c'est pas forcément représentatif. C'est beaucoup d'argent. C'est être le jour J bon à une heure précise parce que la télé, elle nous filme à cette heure-là, alors qu'une heure avant, il y a des conditions 100 fois meilleures, quoi. Souvent, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, après, bon, c'est sûr, c'est les Jeux Olympiques, hein. Une fois qu'on a une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est quand même l'événement de référence, hein. Surtout que là, en plus, on n'a qu'une médaille pour le kite. C'est pour ça qu'ils nous ont mis euh, ensemble avec les filles. Et, euh, et ça, par contre, ça s'est jamais vu en voile. C'est-à-dire que mettre un couple homme-femme sur un support séparé, ça s'est jamais vu. En tout cas, on a des bonnes chances de médaille. Pour l'instant, oui. Il faut qu'on ait une fille rapide, hein. C'est pas que les garçons, hein. Maintenant, ça va être un duo. Donc, pour l'instant, on n'a pas, on est un peu en retrait par rapport aux autres nations. Je pense à l'américaine Daniela Moroz qui rafle tout depuis des années. Elle est vraiment au-dessus euh, niveau vitesse et technique. Et du coup, comment tu vois l'évolution du sport? Ça te plaît de voir comment il a évolué le kite, parce que le kitefoil, parce que toi, au tout début, personne n'en faisait du kitefoil, et il n'y a que toi finalement et quelques personnes qui en faisaient. De voir qu'aujourd'hui, c'est devenu une alternative au petit vent et de voir tout le monde qui a quasiment un foil dans sa bagnole, tu dois trouver ça sympa. Ah ouais, c'est sûr, ben même en passant par moi, hein, la première compétition que j'ai fait euh, à Arcachon, c'était Marc Blanc qui était en foil, tout le monde l'appelait l'extraterrestre, il mettait une amende à tout le monde, voilà, et tout le monde disait ouais, mais de toute façon, le foil, personne ne sait en faire, il n'y a que lui qui sait en faire, machin. Il finissait 10 minutes devant le second. Ouais, on savait pas trop comment ça allait finir. Et moi, le premier, hein, je me suis dit non, le foil, c'est pas pour moi. Je vais rester à la planche de race. Pendant 2 ans, j'ai fait de la planche de race. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte au foil, on se dit quand même, il y a quelque chose à faire. Et après, ben, les foils ont aussi évolué. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir d'être au tout début du sport, d'avoir un peu révolutionné le monde du kite avec ça. Euh, Jérôme Courtois, il est responsable en partie de cette révolution parce que avec ces foils, on a quand même prouvé sur les compétitions qu'on était bon. La marque française Sword aussi a développé des foils autour de la planète et c'est grâce à ces deux marques en fait bah, qu'on a prouvé que l'application foil elle était meilleure que la planche de race. Et en gros, ben, ce support, il a tué la planche de race. Et on a même, au-delà de ça, montré que c'était une arme fatale dans le monde de la voile. Il y a quand même pas beaucoup
de bateaux à voile qui ont nos polaires de vitesse aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a entre 16 et 18 nœuds de VMG au près et 26 nœuds de VMG au largue. Donc, pour un, pour un support qu'on met dans une Twingo démontée, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est impressionnant. Et toi, tu regardes un peu les autres disciplines du kite à côté ou pas du tout? Tu regardes un peu ce qui se fait? Oui, oui, bah, je regarde, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir les freestylers à Cape Town là, qui envoient des loops, mais ou les surfeurs comme Machu et Mitu qui surfent des super vagues. Euh, Moi j'ai beaucoup aimé la vitesse aussi, et quand ils faisaient les records de vitesse, Rob Douglas, Alexandre Kayserg, Sébastien Catlan. À l'Uderis, j'ai suivi ça de près quand je débutais et j'ai toujours été fan de vitesse aussi. Je trouve ça sympa que, qu'on a un sport qui ait une telle variété, quoi. Ouais, après là, déjà, quand on voit de ce que vous avez fait et où vous êtes arrivé, il y a eu quand même un gap de passé quand tu dis des vitesses de 46 nœuds en foil. Je sais pas si les gens y pensaient il y a 5 6 ans déjà de pouvoir arriver à ces vitesses-là, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en plus, c'est sans vraiment le vouloir, hein. C'est sûr que si on faisait un foil exprès avec la technologie qu'on a aujourd'hui pour faire les planches, les foils de race, c'est sûr qu'on passe les 50 nœuds, hein, moi j'en suis persuadé. Ah bah, on a hâte de voir ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Ça va permettre à pas mal de gens de vouloir se mettre au kite et aussi de découvrir un petit peu, même si là on a parlé quand même du versant plus technique. Et de toute façon, il n'y a qu'une adresse pour trouver les ozones, c'est sur ataoride.com. À très bientôt sur ataoride.com.